messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de votre émission Europe-Afrique, monsieur Hugues Bersini, professeur à l'Université libre de Bruxelles, pour nous parler de l'intelligence artificielle. Monsieur Bersini est spécialiste de la question puisqu'il est à la tête du laboratoire d'intelligence artificielle de l'ULB et auteur de plusieurs ouvrages sur la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui. Professeur Bersini, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous décrire, nous définir l'intelligence artificielle en quelques mots pour nos téléspectateurs? Écoutez, c'est assez simple en fait. Dès les années 50, il y a des informaticiens qui ont décidé de remplacer toutes les capacités cognitives, tout ce qu'un cerveau humain peut faire, par des substituts informatiques ou robotiques. Donc toutes les facettes de notre intelligence pouvaient prêter à une informatisation et ça a été la naissance de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle, il nous faut davantage se réjouir de son existence et de son épanouissement ou la craindre? D'abord se réjouir parce que c'est quand même une percée extraordinaire du génie humain. Je pense que l'informatique et l'intelligence artificielle sont sans doute la technologie la plus révolutionnaire de la fin du XXe. C'est une technologie très jeune et du début du XXIe. Donc c'est un exploit de l'intelligence humaine. Donc ça c'est une source de fierté, je dirais, pour le génie humain. Alors c'est sûr qu'il y a des dérives de l'intelligence artificielle dont on a raison de se plaindre et qu'on doit essayer de moduler, d'infléchir. Mais je dirais que le bilan général, heureusement qu'on a aujourd'hui des ordinateurs extraordinaires. Quand vous parlez des dérives, vous pensez à quoi? Écoutez, bien sûr, en fait, on se rend compte que ces outils ont une capacité extraordinaire de surveillance, de formatage du comportement humain. On est subjugué par les applications qu'on peut trouver sur les smartphones, mais souvent on a tendance à leur faire un peu trop confiance. Et du coup, on a là, grâce à ces outils, une manière de maîtriser, une manière de maîtrise sur le comportement humain qui peut prêter évidemment à des utilisations dangereuses, oui. Et par ailleurs, on peut aussi dire que les algorithmes ne sont pas nécessairement à l'abri des erreurs. Non, ils sont de plus en plus fiables, ils se trompent rarement, et de manière générale d'ailleurs ils se trompent moins que les êtres humains. Donc je crois qu'on peut accorder plus de confiance à une décision algorithmique. On se trompe beaucoup, on est moins rationnel que les algorithmes. Les algorithmes sont jamais émus, sont jamais fatigués, sont jamais saouls, sont jamais, normalement en théorie, sont jamais irrationnels. Donc on peut leur faire confiance, mais ceux qui programment les algorithmes peuvent avoir des visées ou des ambitions qui ne sont pas forcément les plus nobles. Une des craintes, on entend souvent, c'est l'impact sur l'emploi. Mais en même temps, beaucoup d'experts nous disent que ça va créer plus d'emplois que ça ne va en supprimer. Alors là, j'ai tendance, moi, à être très très méfiant des prévisions. On raconte toujours l'anecdote de Steve Jobs, qui était quand même pas le moins créatif de nos ingénieurs, et qui, dans les années 90, pas tellement loin, avait absolument pas prévu l'émergence d'Internet. Il ne comprenait pas qu'on puisse connecter des ordinateurs entre eux. Il ne voyait absolument pas, je dirais, la finalité de cela. Donc il avait complètement raté ce qui est devenu quand même une partie très très importante de cette technologie. Donc c'est très difficile de faire des prévisions. Qui aurait pu prévoir Twitter, Facebook, Uber il y a 20 ans? C'était imprévisible. Donc je me méfie de toutes ces Cassandres, ou au contraire tous ces optimistes qui parlent de disparition. Alors quand vous regardez les statistiques de disparition de l'emploi, certains parlent de 5% et d'autres peuvent parler de 80% de disparition des emplois. Donc je pense qu'il est vraiment trop prématuré pour se prononcer là-dessus. En revanche, je pense qu'il est extrêmement important de comprendre que les emplois vont se transforment radicalement. Ils ne vont pas disparaître, ils se transforment, et ils se transforment parce qu'il y a une complémentarité naissante avec ces outils informatiques. Donc là, c'est vraiment tous les emplois, on le voit aujourd'hui, les gens passent essentiellement leur temps devant des écrans, que ce soit les écrans de smartphone ou des écrans d'ordinateur, mais ça, évidemment, tous les emplois sont à repenser, oui. Et donc, probablement aussi beaucoup de nouveaux jobs. Bien sûr qu'il y aura des nouveaux jobs qu'il est difficile d'imaginer. Par exemple, si les transports deviennent autonomes, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra plus personne dans les bus ou dans les trams. Ils auront une autre fonction que celle de conduire, mais on peut imaginer 1000 fonctions dans des bus et dans des trams, autres que celle de prendre le volant, oui. Ce sur quoi on peut déjà se prononcer aujourd'hui, ce sont les domaines d'application, puisque ça va de la mobilité, la fiscalité, les assurances, les télécoms, l'énergie, etc. Ceux qui impactent le plus notre vie quotidienne. Quel domaine?
Aujourd'hui, ce qui impacterait le plus notre vie quotidienne, mais écoutez, il y a beaucoup d'applications dans le domaine médical dont on n'est pas toujours très très conscient. Mais aujourd'hui, la plupart des diagnostics, par exemple en matière de cancérologie, en matière cardiologique, se font ou sont aidés, si vous voulez, par des algorithmes. Il y a énormément d'algorithmes, évidemment, dans tout ce qui est recherche d'informations, traitement d'informations. Les banques font beaucoup cela, les administrations font beaucoup cela. Donc, ils utilisent des algorithmes pour trouver la bonne information au bon moment. Beaucoup de décisionnel. Dès que vous devez prendre une décision et que cette décision repose sur un traitement d'information, en général, les algorithmes sont là pour vous aider. La preuve en est, si vous voulez, c'est des outils comme ceux de Google qui sans arrêt nous donnent des recommandations, nous donnent des conseils. Ça, c'est tout ce qui est dans le prédictif, notamment. Alors, tout à fait, le prédictif. Par exemple, vous avez des systèmes de recommandation qui vous disent ce livre, vous êtes censé l'aimer, ce film, vous êtes censé l'aimer, ce médicament devrait bien fonctionner pour vous. Et ça, c'est parce qu'en fait, on prédit, si vous voulez, que ce livre devrait vous plaire, ce médicament devrait vous aller, etc. Ce qui est un service en soi. Parfois, ça confine à l'agacement, mais... oui, ça confine à l'agacement, et souvent, justement, vous parliez des travers, ça vous renferme dans une espèce de bulle, parce que ça ne vous recommande que ce que vous étiez censé spontanément faire, donc ça ne vous ouvre pas les horizons. Ça supprime ce qu'on appelle, parce que je trouve ça un très beau mot, la sérendipité. Voilà, tout à fait. Mais plus de hasard, c'est ça que vous alliez voir au cinéma, donc nous allons vous le recommander. C'est ça. Mais vous disiez le domaine médical, est-ce qu'on peut imaginer quand même que c'est carrément... l'intelligence artificielle qui va façonner la médecine de demain? Oui, oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que simultanément, on a des prises d'informations de plus en plus importantes. C'est ce qu'on appelle du haut débit, si vous voulez. On prend par exemple des mesures génétiques. On peut maintenant visualiser le fonctionnement de votre génome, de votre microbiome, de la manière dont fonctionne votre cerveau, etc. Ce sont des milliards et des milliards et des milliards de tonnes d'informations qui sont porteuses d'une maladie à venir. Et donc, le seul moyen de prédire cette maladie à venir, à partir par exemple de votre génome, il va falloir des outils informatiques du style intelligence artificielle. Pour vous donner juste un exemple, il y a une mutation génétique maintenant qui est en fait révélatrice d'un potentiel cancer du sein, ce qu'on appelle le breast cancer gene. Et maintenant, depuis quelques années, les oncologues, les médecins conseillent aux femmes qui sont porteuses de cette mutation de se faire retirer, c'est quand même une opération très sévère, de se faire retirer les seins et se faire retirer les ovaires, qui est sans doute le meilleur traitement, mais ça, il y a 5 ans, ça n'existait pas. Et ça a été rendu possible parce qu'on s'est rendu compte que cette mutation-là, la mutation d'un gène très particulier, exposer les femmes à pratiquement 90% de chances d'avoir un cancer du sein très grave. Et donc ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. C'est ça. J'ai vu ça, effectivement. Un autre domaine qui a le vent en poupe, c'est la reconnaissance vocale. Parce qu'en fait, ce sont des assistants virtuels qui rentrent dans nos foyers, dans nos voitures. Est-ce que ça, c'est pas pour l'individu ce qu'il y a à peu près de plus spectaculaire? Oui, alors ça a fait des progrès considérables depuis quelques années, notamment parce que en fait, on a nourri les algorithmes avec énormément d'expériences humaines. On a enregistré les humains beaucoup, et en fait, on savait quand on écoutait ces humains ce qu'ils disaient, et on a demandé à des ordinateurs de pouvoir reproduire cette faculté de reconnaissance. Aujourd'hui, ça marche plutôt pas mal, et donc c'est sûr que la reconnaissance vocale, de même que la reconnaissance faciale ou la reconnaissance gestuelle, on a maintenant des ordinateurs qui peuvent exactement savoir ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous ressentez. Il y avait une très belle expression d'un philosophe israélien là, qui est très à la mode et qui disait quand vous lisez sur votre tablette Kindle, ce n'est pas vous qui lisez, c'est la tablette qui vous lit. Parce qu'en fait, on peut percevoir tout ce que vous faites quand vous lisez, et ça alimente évidemment des grosses bases de données qui peuvent vous conseiller de nouveaux livres ou qui peuvent vous espionner pendant que vous lisez. Oui, on a des capteurs extraordinaires aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est ça. Quand on songe à l'Afrique, on sait qu'il y a un nombre considérable de terres arables là-bas, que ce secteur, l'agriculture, est fondamental pour la subsistance là-bas. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être une aubaine pour l'agriculture? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a des pays en Europe, comme la Hollande, qui s'est considérablement équipé de technologies type drone, type capteur. On peut avoir une agriculture beaucoup plus intelligente, beaucoup plus fine, qui peut vraiment régler exactement la bonne humidité pour la bonne température, au bon endroit, parce que ce qui se passe ici n'est pas la même chose que ce qui se passe 1 mètre plus loin. Et donc, on a aujourd'hui des technologies, bon, bien sûr, il y a aussi toute l'autonomie, les tracteurs
autonomes, les moissonneuses autonomes, etc., qui peuvent considérablement améliorer. Et on sait bien, et la Hollande est un excellent exemple, ils ont aujourd'hui des porcheries automatisées, etc., qui donnent exactement, je dirais, l'alimentation ou la température idéale pour les porcs. Donc on peut faire énormément de choses en matière d'une agriculture beaucoup plus intelligente et aussi beaucoup plus respectueuse de l'environnement. 2 mots également sur le concept des smart cities qui fait son chemin, je pense. Il y a eu au Maroc, à Casablanca, un séminaire sur la ville augmentée, la ville de demain. Avec l'intelligence artificielle, en finir avec les embouteillages, un espoir fou ou non, une pas possibilité? du tout. Alors, vous savez que dans un horizon de 10-15 ans, sans doute les transports seront totalement autonomes et les voitures seront suffisamment malines pour ne pas aller se mettre dans un embouteillage. Mais d'ici les transports autonomes, on peut déjà utiliser des algorithmes qui sont un peu des Waze ou des Google Maps améliorés, de façon à évidemment éviter. Vous savez, le grand problème de la mobilité, pour ne prendre que celui-là, ce ne sont pas les bonnes volontés des acteurs de la mobilité. Vous partagez les voitures, vous partagez les vélos, vous partagez les trottinettes. C'est la coordination de tout ça, parce que c'est un problème très complexe, évidemment. C'est devenu un problème très complexe d'aller du point A au point B. Et aujourd'hui, vous pouvez vous faire aider par des applications qui vous disent, mais là, tu prends ton vélo, enfin, tout le monde n'est pas censé prendre un vélo, mais les personnes qui peuvent prendre un vélo, prennent un vélo, tu le déposes là, parce que là, il y a un endroit pour ton vélo, puis tu vas prendre un tram, et puis tu pourras reprendre un vélo, ou aller à pied, etc. Et donc, ça demande beaucoup d'intelligence pour trouver cette solution, mais les algorithmes le peuvent, et si tout le monde obéit à ces recommandations, il n'y aurait plus aucun embouteillage. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des embouteillages dans nos villes. Comme c'est un secteur qui va toucher les jeunes générations et qu'il s'agit de les former, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de modifier l'enseignement? J'ai vu qu'il y avait des pays qui avaient déjà beaucoup travaillé. J'ai vu que l'Estonie, par exemple, était en pointe là-dessus. C'est un parfait exemple. On est complètement en retard. C'est vraiment un drame. L'Estonie est un merveilleux exemple parce que les enfants, dès l'âge de 5 ou 6 ans, apprennent la programmation, apprennent le code, qui est un nouveau langage, mais qui me semble tout à fait nécessaire de maîtriser. Et c'est certainement pas, je dirais, complètement surprenant, mais l'Estonie met ses meilleurs élèves à la tête des concours PISA, vous savez, ces fameux concours sur les facultés mathématiques des enfants. L'Estonie est toujours à la pointe, elle brigue les premières places. Et dans nos pays à nous, en Belgique, en Afrique, on n'a pas d'enseignement du code et de la programmation pour les jeunes. Alors c'est vraiment un vrai désastre. C'est toute une nouvelle génération qu'on est en train de sacrifier parce qu'elle ne comprend pas ces technologies qui pourtant sont en train de reformater les existences. Il faut absolument, c'est un combat qu'il faut mener. Certains pays l'ont, l'Estonie vous citiez, mais aussi les pays scandinaves, l'Angleterre font cela. Et en Belgique, la Belgique est très en retard, mais pas que la Belgique, les pays latins de manière générale. Donc il faut absolument mettre de l'informatique, mais pas des tablettes ou apprendre le code, apprendre le langage que parlent les ordinateurs, pouvoir maîtriser ces ordinateurs en connaissant et en comprenant leur langage. Et ça, c'est une obligation. On reviendra sur l'enseignement après la pause. Nous faisons une petite interruption. À tout de suite. Nous restons dans l'enseignement, ou plutôt dans les suites de l'enseignement. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une pénurie mondiale pour les profils spécialisés dans l'intelligence artificielle? Je pense aux data scientists, aux ingénieurs ou architectes de la data. Ah, tout à fait. C'est un métier qui a encore un très bel avenir devant lui. Il manque très très clairement de spécialistes. Et la raison, sans doute, c'est comme on disait, c'est que dans l'enseignement secondaire, on ne sensibilise pas suffisamment les enfants à l'importance de ces matières. Quand ils arrivent à l'université, ben voilà, ils n'ont pas trouvé ça et donc ils ne vont pas continuer la filière informatique. Il y a très très peu d'étudiants, par exemple dans nos pays à nous, en Belgique, il y a très très peu d'étudiants qui suivent la filière informatique. Alors ce qu'il faudrait aussi, à mon sens, c'est remodeler un peu les enseignements classiques. Hein. Vous prenez la faculté de droit, la faculté de médecine, la faculté d'économie. En fait, aujourd'hui, par exemple, paradoxalement, en médecine, vous n'allez pas avoir un cours d'informatique. Or, et nous l'avons dit précédemment, la médecine aujourd'hui est complètement bouleversée, révolutionnée par l'utilisation de ces outils-là. Ce n'est pas normal que pendant leur cursus de formation, les étudiants ne voient absolument pas l'informatique. Alors, en termes d'enseignement, parlons un tout petit peu de l'Afrique. Et je crois que vous êtes sollicité par certains pays, le Maroc en particulier. Le Maroc a créé d'ailleurs la première école d'intelligence artificielle récemment à Fès pour permettre aux jeunes justement de monter dans le train de la révolution numérique, des cours de robotique, de big data, de cybersécurité, etc. Qu'en pensez-vous ?
Oui, le Maroc est très actif. J'ai beaucoup de sollicitations par mes collègues des universités Hassan II, l'École polytechnique de Rabat, le département informatique de l'Université de Rabat. Donc ils ont vraiment une forte envie de ne pas rater, comme vous le disiez, le train du numérique. Donc c'est très très bien et je ne peux que les encourager à continuer. Autant que faire se peut, il est important que la Belgique épaule cette transition-là. On a aussi les moyens qu'on a. Je pense que tous les pays souffrent actuellement d'une même difficulté de financer l'enseignement. Donc on fait au mieux avec le cadre qui est à notre disposition et j'essaie de répondre à ces sollicitations, mais ce n'est pas toujours facile. Et vive le Maroc de se lancer là-dessus, oui, bien sûr. Le Maroc a d'ailleurs fait un appel à projet de recherche en matière d'intelligence artificielle sous la houlette du ministère de l'Éducation nationale. Il a aussi créé une agence du développement du digital sous la houlette du ministère de l'Industrie, du numérique. Donc de nombreuses initiatives. Conscient des enjeux et conscient qu'il ne faut pas prendre de retard ou trop de retard, parce que globalement, l'Afrique n'est pas en pointe dans ce domaine-là. Non, tout à fait, mais ni l'Europe, hein, malheureusement. Ouais. Qui sont les deux pays en pointe pour l'instant? C'est les États-Unis, la Chine et le Canada. Le Canada a pris un envol tout à fait remarquable dans ce domaine. L'Europe est extrêmement en retard. Il n'y a pas de grands acteurs, par exemple industriels, si vous voulez, comme le sont les GAFAM, etc. Donc l'Afrique, évidemment, est un peu dans le wagon européen. Donc on a intérêt à se mettre ensemble pour essayer de... Et tout potentiel, si vous voulez, d'investissement dans ces technologies doit être encouragé et accompagné. On a des grandes difficultés à faire naître un champion européen parce que, comme vous savez, la Commission européenne, malheureusement, les pays sont ce qu'ils sont et même à l'intérieur des pays, il y a de plus en plus de fragmentation. Et aujourd'hui, il faut atteindre des masses critiques. C'est ce qui se passe aux États-Unis ou au Canada ou en Chine. Ils atteignent une masse critique. Ils peuvent faire des instituts avec 400, 500, 600 chercheurs. C'est devenu pratiquement impossible. Alors, ne parlons pas de la Belgique parce que la Belgique se fragmente, mais c'est devenu pratiquement impossible aussi en Europe. L'Europe a essayé, hein, c'est pas faute d'avoir essayé de booster la création de champions européens, mais bon, il y a quand même, comme vous savez, une tendance un peu centripède des pays qui se referment sur eux-mêmes, alors que c'est vrai, c'est des domaines où on a besoin absolument de coalition, de concertation, de mettre les gens ensemble, comme les États-Unis, le Canada et la Chine l'ont très bien compris. Sans craindre, une fois qu'on forme les gens, la fuite des cerveaux? Alors pour l'instant, elle est vraiment actuelle, la fuite des cerveaux, parce que si vous êtes un chercheur brillant en intelligence artificielle en Europe, vous avez l'appel des sirènes américaines. Et d'ailleurs pas que les universités, parce qu'en fait ceux qui vous appellent, ce sont les universités, et puis Google, et puis Amazon, et puis Facebook, qui vous font des ponts d'or, hein, qui vous font des salaires extraordinaires. Mais il n'y a pas que les salaires qui attirent les chercheurs. Vous avez aussi un environnement intellectuel, où vous avez les meilleurs cerveaux, vous avez les meilleures données, vous avez les meilleures technologies qui sont actuellement réunies chez les fameux GAFAM, etc. D'ailleurs, les GAFAM collaborent avec des universités américaines. Donc, en fait, ça crée un écosystème extrêmement favorable et très stimulant pour les brillants étudiants que nous formons. Et nous les perdons à cause de cette attirance. Mais on ne peut pas leur reprocher de vouloir travailler dans un environnement aussi stimulant. Vous dites à demi-mot que finalement, il y a probablement plus de chercheurs dans les GAFAM que dans nos universités européennes. Ah ben oui, ça c'est une transition tout à fait surprenante et en partie inquiétante. C'est que dans les conférences que j'ai l'habitude de fréquenter depuis de nombreuses années, vous avez plus de 50% des publications maintenant, donc les publications, vous savez, c'est les travaux innovants, eh bien elles proviennent des GAFAM, c'est-à-dire que Facebook, Amazon ont des centres de recherche qui n'ont plus rien à jalouser aux universités, parce qu'en fait ils sont très conscients que la recherche c'est ce qui va leur permettre de progresser, et ils sont très conscients qu'ils ont des moyens financiers qui permettent d'attirer les meilleurs. Et donc, ils ont créé un effet, si vous voulez, d'amplification, un effet de feedback positif. Et oui, là, aujourd'hui, ils sont sur le même point d'égalité, sur un pied d'égalité avec les universités, en tout cas dans ce domaine-là. Oui. C'est ça. On attribue à Vladimir Poutine la phrase selon laquelle celui qui devient le leader de l'intelligence artificielle devient le maître du monde. En fait, c'est une compétition entre les grandes puissances, vous l'avez dit, la Chine et les États-Unis en particulier. On parle d'un chiffre d'affaires alors qu'il n'était que, entre guillemets, de 200 millions de dollars en 2005, je crois. Il serait de 90 milliards en 2025. Donc c'est une croissance tout à fait exponentielle. Alors vous le dites par ailleurs,
parce qu'on dit aussi, pour reprendre des phrases un peu mythiques, que le Graal du XXe siècle, c'était le pétrole, celui du XXIe siècle, c'est la data. Et en fait, il n'y a pas, vous l'avez laissé entendre, d'intelligence artificielle sans data. Donc ce qu'on remarque, c'est que bien davantage que les États, ce sont les grands groupes. Donc vous avez cité les GAFAM, donc pour nos lecteurs, les GAFAM, nos téléspectateurs, les GAFAM, c'est Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft. On peut rajouter IBM, qui est important les équivalents aussi, etc. chinois aussi. Et les Chinois équivalents. Chaque acteur américain a son alter ego chinois. Oui. Tout à fait. Et donc, finalement, l'Europe est en perte de vitesse dans ce secteur parce que les grands acteurs du secteur de la donnée sont américains. Oui, c'est ça. En fait, il y a eu un effet boule de neige. Ils se sont introduits parce que, en fait, ils ont violé un ensemble de régulations, etc. Ils se sont introduits comme étant des acteurs cruciaux. Prenez par exemple Google. Le web est né. Le web était d'ailleurs une invention européenne, même une invention. La Belgique d'ailleurs était très à la pointe dans l'invention du web. Donc on a inventé le web, nous, en Europe. On aurait dû continuer. On a aussi inventé les moteurs de recherche, mais on n'a pas pensé à faire une entreprise privée qui devenait un carrefour essentiel et on n'a pas anticipé l'importance que prendrait cet acteur privé en étant le carrefour qui vous permet de réguler un peu ces transferts d'informations et de vous aider à vous y retrouver, parce qu'à partir du moment où vous mettez toute l'information du monde à disposition, il faut un moteur de recherche. Alors, on aurait pu imaginer un tas de choses, mais Google est arrivé très vite, a décidé qu'il serait le moteur de recherche. À partir du moment où il était le moteur de recherche, eh bien, tout le monde passe par Google et tout le monde brasse cette information. Il y a eu des réseaux sociaux aussi en Europe, il y a eu plein d'initiatives, c'est intéressant de connecter les gens les uns les autres, mais il n'y a pas eu ce détonateur qui fait qu'à un moment, un acteur privé a décidé que lui ferait le réseau social. En fait, on a privatisé, si vous voulez, en fait, étonnamment, des biens publics ou quelque chose qui devrait être à disposition du public ou à disposition de l'administration. L'information est un bien public. Pourquoi est-ce qu'on a privatisé la recherche d'information? Il n'y a pas de raison, si vous y pensez philosophiquement. Pourquoi est-ce qu'un acteur privé vient vous dire que c'est cette information-là que vous devez voir, que vous devez lire, etc. Donc on a perdu le fil. Et évidemment, ces acteurs ont pris une puissance phénoménale parce que vous êtes obligé de passer par eux. Maintenant, vous n'avez plus le choix. Ils sont en abus de position dominante. Ils sont en abus de position dominante. Ils sont un carrefour incontournable. Vous êtes obligé de passer par eux. Et c'est un effet boule de neige. Plus vous passez par eux, plus ils vous connaissent. Et plus ils vous aident, plus ils deviennent inévitables, etc. Et on ne voit pas comment ça va s'arrêter. Si on vient 2 secondes sur l'Afrique, puisqu'on voit bien que l'Europe n'est pas un acteur suffisamment puissant dans l'intelligence artificielle, on l'a dit, et plus logique, le cas de l'Afrique également. Mais par contre, avec sa population et je dirais une relativement bonne couverture du réseau de la téléphonie mobile, eh bien, ils utilisent toutes ces applications. Et donc, comment faire passer l'Afrique d'un profil de gros consommateur à un profil de développeurs, producteurs? Alors, une chance pour l'Afrique et des pays qui pouvaient avoir un certain retard au plan des technologies, c'est que ce ne sont pas des technologies très difficiles d'acquisition. Un ordinateur, un langage informatique, c'est très très facile d'accès. Regardez l'Estonie. Pourquoi l'Estonie, 1 million d'habitants, qui a été sous le joug de l'Union soviétique pendant tant d'années, pourquoi l'Estonie est devenue cet acteur essentiel dans la transition digitale? Parce que justement, c'est une technologie facile d'accès. Il suffit d'un peu apprendre la programmation. Il suffit de comprendre certaines technologies. Ça ne demande pas une acquisition matérielle. C'est pas le nucléaire, c'est même pas le solaire. En fait, tout le monde peut coder. Si vous passez 1 an à apprendre le codage, vous pouvez coder. Vous pouvez faire des applications extrêmement importantes. Et donc, en fait, si vous voulez, la porte d'entrée, le droit d'accès est assez petit, est assez facile. Et donc, ça donne énormément de chance. Et de fait, les réseaux télécoms sont extrêmement bien implantés en Afrique. Ce qu'il faut maintenant, c'est booster la formation de nos amis africains en matière de développement, de programmation, pour qu'ils puissent prendre en main leur destinée informatique. Et c'est vrai qu'il y a des potentialités extraordinaires aujourd'hui pour ces applications intelligentes. Il faut que nos amis africains apprennent à les développer et on doit absolument les aider à le faire. Et moi, en tout cas, de mon côté, j'ai toujours été partant pour cela. Est-ce qu'on ne voit pas des débuts de développement du fait de, justement, en Afrique, les GAFAM ont ouvert des data centers, en particulier en Afrique du Sud, idem pour IBM. Et donc, est-ce que ça, c'est le prélude
je dirais, et ça pourrait entraîner des formations, des développements des gens autour de ces activités-là, qui fait que ça leur donne un déclic vers l'intelligence artificielle. Bien sûr, alors on peut s'en réjouir, sauf qu'à nouveau, c'est regrettable que ce soit les GAFAM qui s'en occupent. Il me semble ça serait plus louable que les administrations publiques prennent la main sur la formation et sur l'utilisation. On a le même problème en Europe. L'Europe n'a absolument pas donné de leçons à l'Afrique parce qu'on est victime exactement de la même situation. Les data centers les plus importants sont dans les mains des GAFAM. Et d'ailleurs, on essaye de leur dire mais ça serait quand même pas mal que vous nous parliez des smart cities, mais on ne peut pas faire de smart city aujourd'hui sans avoir Google Maps, etc. Parce que ils ont une connaissance extraordinaire de comment fonctionnent nos villes. Et donc, on est obligé de soudoyer un peu les GAFA en disant, mais donnez-nous quelques données parce que ça nous serait très, très utile. Et donc, il risque de se passer la même chose en Afrique. Ils sont là, ce sont des acteurs importants dans la formation, dans la transition. Le problème, c'est qu'ils ne le font peut-être pas toujours dans l'horizon du bien commun, parce que je ne suis pas persuadé que dans l'ADN des GAFAM, il y ait le bien-être social, l'altruisme, la collectivité, il y a quand même toujours une vocation au profit, et le profit, c'est pas toujours le profit, ça réussit à certains qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais ça ne profite pas forcément à la masse. Monsieur Bersini, merci beaucoup pour votre intervention, très intéressante. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. À la semaine prochaine.